Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Vous m'avez demandé de faire ma vision sur un cycle qui est différent et c'est ce que je vais présenter aujourd'hui. Pourquoi ce cycle est légèrement différent? Ça ne veut pas dire qu'il est à l'opposé de ce que l'on a déjà connu. Pourquoi ce cycle est comme il est actuellement et comment on doit s'y préparer et en profiter. Alors historiquement, on a toujours eu des cycles qui étaient rythmés par les halvings, qui ont un impact énorme. Le halving, on a une considération de se dire que ça a un impact qui diminue petit à petit, mais il faut comprendre que le halving, c'est ce qui impacte directement les producteurs de Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a une industrie derrière, des centaines de milliers d'ordinateurs d'ASIC pour produire du BTC. On est vraiment dans une industrie lourde où il faut avoir des centrales énergétiques, il faut avoir des deals énergétiques, il faut avoir du matériel, il faut avoir des installations, il faut avoir de la maintenance, il faut pouvoir surveiller, monitorer. Bref, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de travail. Et c'est pour ça que c'est vraiment une industrie lourde qui lève des centaines de millions de dollars d'investissement quand ils commencent à se lancer dans le minage ou quand ils renforcent leur activité. Et tous les 4 ans, on leur divise par 2 leur chiffre d'affaires, en tout cas le nombre de bitcoins qu'ils reçoivent, et forcément ça a un impact au niveau du prix. En tout cas, ça l'a toujours été, tel quel. Mais est-ce que ce serait pas quelque chose de différent? Est-ce que la rupture que l'on a eue avant le halving, l'ATH, liée principalement à l'arrivée des institutionnels à travers l'ETF Spot Bitcoin. Alors oui, ce sont bien des institutionnels, ne pensez pas le contraire. Quand on regarde les personnes qui investissent dedans, sont majoritairement des fonds de pension, des family office, bref, on a beaucoup d'investisseurs institutionnels, et ça c'est une réalité. Et quand on voit la typologie d'accélération qu'on a, avec derrière une phase de ranging, de pression baissière, suivie d'une accélération, compression, accélération, compression, accélération. Et quand on voit une type de montée comme ça en escalier, ça nous fait penser à pas mal de choses. Et ça nous fait penser aussi peut-être à un changement de rythme, un changement de tempo, et en effet une diminution de l'impact du halving sur les différents cycles. Parce qu'historiquement, ces cycles-là sont liés à une phase vraiment de bulle, que l'on retrouve beaucoup dans une phase d'hyper-expansion, sur une arrivée vraiment de gains toujours irréaliste sur l'ensemble des altcoins, mais aussi sur BTC. Et ça attire non pas les investisseurs institutionnels, mais plutôt les retail, c'est-à-dire l'investisseur monsieur et madame tout le monde. Et là, quand on commence à avoir des CEO de banques, comme Bank of America, qui nous disent qu'ils vont rentrer sur le marché de la blockchain en proposant des stablecoins, qui est d'ailleurs certainement l'industrie la plus rentable qui existe au monde, hein. Je rappelle que le stablecoin, c'est simple, c'est je vous crée une monnaie numérique et vous me prêtez votre dollar, je vous donne un dollar numérique et je fais fructifier votre dollar avec de la dette américaine, je prends 4% à l'année et globalement je ne fais absolument rien et j'ai quasiment aucun risque. Donc on a quand même la société la plus rentable qui existe au monde de ce style-là. Et là, ce sont les institutions bancaires qui arrivent aux USA. Et donc on a vraiment un shift qui est en train d'avoir lieu. Ce shift-là, vous allez voir que ça change pas mal de choses. Dans les autres shifts, on va retrouver des actions qui sont très précises. Les actions précises, ça va être Trump, pas le président Trump, mais la famille Trump, qui commence à investir sur de la DeFi à travers une plateforme. Ok, il commence à acheter massivement de l'Ether, il commence à se positionner sur une plateforme qui va faire des NFT, une plateforme qui va faire d'autres choses autour de la crypto-monnaie en général. Et on a Eric Trump qui nous dit « Achetez de l'Ether tant qu'il est encore possible, vous me remercierez plus tard ». Et on sait très bien que la notion d'éthique est très relative dans l'investissement aux USA, comme on a pu le voir avec les sénateurs qui investissent eux-mêmes à titre privé sur des actions alors qu'ils sont en train de rédiger des lois pour libérer ou contraindre ces mêmes sociétés, on peut se poser grandement des questions sur l'évolution. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on a l'arrivée de gros fonds qui sont en train de se mettre en place. On a un vecteur qui est ici, l'ETF Spot, qui permet de pouvoir acheter. Deuxième chose, on va avoir petit à petit un intérêt qui se fait de BlackRock sur le RWA, c'est-à-dire le Real World Asset, le fait de pouvoir tokeniser des assets du monde réel en crypto. Pourquoi c'est important? Parce que ça diminue drastiquement les coûts et ça augmente la fluidité et la liquidité des assets. Deuxième chose,
on va avoir petit à petit des informations qui se font sur la réglementation qui est en train de changer. Trump gagne, ici le 6 novembre. On a ensuite la réglementation qui se met en place. En tout cas, Gary Gensler s'en va. Et on commence à avoir petit à petit les premières parties d'une réglementation qui se met en place, qui est beaucoup plus crypto-friendly. Et en même temps, c'est normal, parce que nous avons la famille Trump, qui est poussée par Eric et Barron Trump, qui sont quand même totalement investis en crypto. Pour rappel, ils ont acheté plus de 250 millions de dollars d'Ether. Et oui, c'est pas rien. Donc, il y a un investissement qui est lourd, et ils continuent à investir. Et je pense que ce n'est pas pour rien, et je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Ensuite, on a Michael Saylor qui a continué à investir tout le long de cette hauteur-là, avec des dettes convertibles qui sont à maturité dans 5 ans, donc c'est-à-dire au prochain bull run, et on commence à avoir des informations de grosses sociétés comme Bank of America qui rentrent ici, en crypto, petit à petit. Et à savoir que ces banques-là voulaient rentrer ici, en crypto-monnaie. C'est-à-dire que le SAB 121, qui est la loi la plus importante qui permet de faciliter vraiment la gestion des crypto-monnaies par les banques américaines, avait été acceptée au Sénat, avait été acceptée au Congrès, mais refusée sous une forme de veto. Par qui ? Par l'administration Biden. Et oui, et là, qu'est-ce qui s'est passé ? L'administration Trump a accepté le SAB 121, ce qui a entraîné la prise de parole d'un certain nombre d'acteurs bancaires américains qui rentrent sur le domaine de la crypto-monnaie en proposant des produits, des services, etc., etc. Et quand on voit ça, on comprend qu'en effet, le shift est en train de se faire. On a, oui, toujours des injections, mais on a aussi des sorties monétaires qui se font à travers ces ETF-là. Les ETF ne sont pas que dans un sens, vous le savez très bien. Petit à petit, on peut avoir des injections, on peut avoir des sorties, on a eu beaucoup de sorties. C'est en même temps ça qui détermine qu'on a changé un peu la donne. Parce que ça veut dire que les acteurs qui rentrent actuellement en crypto-monnaie, ces acteurs-là qui rentrent sur BTC, n'ont pas le même fonctionnement que nous. À partir du moment où on commence à avoir des chutes qui sont drastiques, leur but, c'est d'avoir une gestion du risque très stricte, et donc à ce moment-là, plus on va chuter, plus ils vont diminuer leur exposition, de façon à limiter impérativement le risque. Plus on repartira à la hausse, plus les mouvements d'achat seront importants. Parce qu'il y a une notion de couverture qui est très importante, parce que quand on gère des millions et des milliards de dollars, on ne le gère pas de la même façon que si on était un simple retail, ou même une whale. Et donc forcément, ça veut dire que la notion de holder, la notion de diamond hand va s'effacer petit à petit pour laisser le marché un marché beaucoup plus liquide, avec une gestion beaucoup plus institutionnelle, et c'est pour ça qu'on va avoir certainement des mouvements d'accélération haussière, de stabilisation, voire même de chute, puis après de réaccélération, et qui seront directement liés au Nasdaq et au S&P 500. Je pense que l'indice de corrélation entre ces indicateurs va continuer à monter, plus le temps va passer, plus on aura des acteurs institutionnels qui rentreront petit à petit sur le marché. Et c'est là où on va avoir un impact très fort au niveau de BTC. Ça veut dire qu'on va avoir, pour moi, un écart par rapport à tout ce que l'on a connu jusqu'à maintenant, et cet écart-là va se caractériser par plusieurs choses. La première, on va reprendre ce graphique-là, la première, ça veut dire qu'on va avoir certainement un cycle qui va être plus long. Est-ce qu'il va être beaucoup plus long ? Je le pense. Est-ce qu'il va dépasser 2026 ? Peut-être. Est-ce qu'on va se diriger vers une chute juste avant le halving, avant de repartir, une chute moins forte ? Peut-être aussi. Encore une fois, on sera catalysé par ce qui se passe sur le marché américain. Si on a un marché américain qui est très bullish, il y a de grandes possibilités d'avoir une correction qui soit beaucoup moins forte que prévu et avoir une réaccélération par la suite. Et un halving qui est de moins en moins de poids dans les différents cycles. On aura toujours des phases d'expansion et de contraction, mais peut-être que l'expansion sera un petit peu moins forte, la contraction aussi, et ce soit quelque chose qui ne soit plus hyper volatile dans les deux sens, mais qui soit plutôt structuré de ce style-là pour pouvoir continuer à monter. Et c'est quelque chose qui serait beaucoup plus acceptable aussi pour monsieur et madame tout le monde, et à ce moment-là, Bitcoin commencerait à prendre réellement une place de réserve de valeur, parce qu'il y aurait de moins en moins de volatilité. Mais attention, quand je dis de moins en moins de volatilité, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la volatilité vraiment propre à Bitcoin, parce que c'est quelque chose qui sera toujours volatile. Comme on peut le voir là, on a fait moins 25%, parce qu'on a beaucoup de sorties
de liquidité, parce qu'on a de la finance décentralisée, parce qu'on a des leviers qui sont dessus, à droite et gauche, ou même dans la finance décentralisée, avec des clusters de liquidation sur Ethereum. Donc on aura toujours cette grosse volatilité, on aura toujours des contractions, mais elles seront certainement plus courtes et un peu moins puissantes que ce qu'on a pu connaître historiquement. Mais du coup, on aurait certainement des performances qui seraient lissées dans le temps. Et si c'est lissé, ça veut dire aussi qu'on n'a pas ces micro-bulles. Parce que la représentation qu'on a toujours connue dans le rythme de BTC et des crypto-monnaies en général, c'était quelque chose qui était lié à des phases de bulles pures et dures. Et ces phases de bulles pures et dures sont des phases d'hyperaccélération totalement dénuées de raison, qui éclataient derrière avec justement des clusters de liquidation énormes pour calmer le marché, pour ensuite repartir dans un nouveau cycle. Une expansion et une contraction. Mais on pourrait très bien avoir aussi des mini-cycles ou des cycles plus longs dans lesquels on retrouve des mini-cycles avec des phases d'expansion, de contraction, d'expansion, de contraction, d'expansion, de contraction. Et à un moment donné, peut-être on aura une crise américaine qui sera un petit peu plus lourde et on aura une grosse correction qui fera beaucoup plus mal que les autres et ça, il faudra se préparer. L'important, c'est pas de savoir si on a raison ou tort. Pour moi, les targets dans cette réflexion-là, elles sont beaucoup plus hautes, mais aussi beaucoup plus longues à les atteindre. Et ça va être certainement aussi beaucoup plus compliqué, parce qu'il y aura des nouvelles règles à avoir, et aussi beaucoup plus de risques, autrement, pas forcément liés à la volatilité, mais liés au bon moment où on doit passer à l'action. Et c'est là où il va falloir s'adapter rapidement, pour comprendre quelles sont les nouvelles règles, et je pense que le meilleur moyen, c'est de se tourner vers une compréhension de la finance traditionnelle, et de faire un mix entre les deux, parce que nous avons les deux mondes qui sont en train de fusionner petit à petit. Et je pense que dans les années à venir, et c'est pas juste dans les mois, mais c'est dans les 5 à 10 ans à venir, en effet, on aura certainement une fusion du monde bancaire traditionnel et du monde crypto, avec un mix des deux règles, et on aura tout autant des opportunités que maintenant, même si je considère qu'on est toujours dans une très très belle opportunité et qu'on a encore le temps, il faut juste pas réagir sur l'émotion, comprendre les changements, comprendre ce qui est en train de se passer et voir que en effet les règles ont changé. Et ces règles-là sont liées à de l'investissement, de la gestion de risque, à nous d'avoir aussi les mêmes. Et si jamais ça vous intéresse, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté privée gratuite où vous allez retrouver de la formation, de l'information et des lives, et notamment une masterclass que j'ai effectuée vendredi, pour vous donner mon avis total sur le marché. Néanmoins, il faudra prendre en considération que derrière ces joueurs, derrière ces mastodontes, il y a aussi d'autres règles qui sont à prendre en considération. Et ces règles-là, c'est ce qu'on appelle du cash and carry, où globalement, on va se retrouver sur des positions qui vont être à l'achat, des positions qui vont être à la vente, et le seul but de ça, ça va être d'empocher le delta entre les deux. Et ça, ce sont des positions qui sont quasiment sans risque pour les grosses institutions et qui leur permet de faire beaucoup d'argent de cette façon-là. Donc on rend le marché de plus en plus inertique, on injecte beaucoup d'argent, mais cet argent-là, il est compensé par l'équivalent en short, en vente. Et donc forcément, le prix ne bouge pas et pourtant, on continue à accumuler beaucoup d'achats. Maintenant, la question que l'on va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer si un jour, on retire les ventes et qu'on garde que les achats ? À ce moment-là, il y aura certainement une très grosse valorisation, et je pense qu'il y a un certain nombre de gros acteurs qui sont en train de préparer ça, qui sont en train de préparer l'accélération de BTC, d'Ether, et des cryptos et des altcoins. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais quand on regarde la lenteur que peut avoir la finance traditionnelle, et le fait qu'on prenne notre temps, c'est peut-être la relation qu'il faudra surveiller le plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un petit peu différente, et si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, likez, et puis surtout abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.